Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour un classique de la chaîne YouTube. Si vous me suivez depuis longtemps, tous les ans je fais des vidéos pour Roland Garros. J'adore le tennis, je suis passionné de tennis. Malheureusement je ne peux pas en parler autant que je l'aimerais sur cette chaîne YouTube parce que j'ai déjà tellement de contenu à produire que si je faisais du tennis il faudrait que j'en fasse une chaîne complète. Je peux également d'ailleurs vous conseiller la chaîne de Service Volé par exemple qui est tout à fait excellente pour les analyses de tennis. Clairement c'est la chaîne à suivre pour moi en tout cas sur le tennis. Il y a aussi la chaîne Winamax évidemment mais qui est un petit peu différente. Mais voilà, vraiment si vous voulez en apprendre plus sur le tennis, sur les tactiques etc. Service Volé vraiment c'est la chaîne à suivre sur YouTube. Aujourd'hui moi je vais vous parler plutôt comme un passionné de tennis qui va vous donner toutes les clés pour alors le fameux tout savoir sur Roland Garros 2022. Avec toutes les clés pour pouvoir rentrer dans ce tournoi. Je sais très bien que beaucoup ne regardent pas Roland Garros à l'année, c'est-à-dire que, enfin tout le tennis à l'année, excusez-moi, et qui ne regardent que Roland Garros puisque c'est diffusé plus facilement sur France Télévisions, mais également sur Amazon, attention. Et la plupart des gros matchs sont souvent dans la nuit, donc diffusés sur Amazon Prime. Ça vaut peut-être le coup de prendre un abonnement à Amazon Prime si vous ne l'avez pas encore pris, parce que je pense qu'il y aura des très beaux matchs le soir. En tout cas, on va avoir des très belles affiches, un très beau tournoi, très ouvert cette année comme rarement d'ailleurs. Très souvent, comme je l'avais expliqué dans des vidéos de Roland Garros des années précédentes, je vous avais expliqué que Rafael Nadal parfois banalisait un petit peu l'extraordinaire, c'est en arrivant en disant oh, « c'est encore Nadal qui gagne ». Oui, mais gagner un Roland Garros était considéré pendant longtemps comme le tournoi du Grand Chelem le plus difficile à remporter. Et il a banalisé cet événement et on se rend compte aujourd'hui qu'à quel point c'est difficile et à quel point voilà, on se rend encore plus compte de l'exploit qu'il a accompli toutes ces années. Alors, je fais juste une petite digression puisque c'est une vidéo de sport donc j'en profite parce que j'en parlerai jamais sur ma chaîne YouTube. Ce soir, l'AS Saint-Etienne joue sa survie en Ligue 1 justement pour ne pas aller en Ligue 2. Voilà, j'espère que l'AS Saint-Etienne va gagner ce soir car quand même c'est un club historique de la Ligue 1 et ça serait bien qu'il reste en Ligue 1. On y croit, ce soir ça va être une soirée absolument terrifiante. Alors, donc donnez tout sur le terrain s'il vous plaît, hein, pour tout le peuple vert qui va regarder. On revient au tennis. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire tous les matchs, parce qu'il y en a énormément, vous l'imaginez bien, au premier tour. Je vais faire par catégorie, on va commencer d'abord avec les Français. J'ai décidé de commencer par ça parce que je veux l'éliminer tout de suite. Parce que je sais très bien que certains qui vont peut-être regarder cette vidéo parce qu'ils ont envie d'en apprendre plus sur le tennis, vont peut-être vouloir savoir qu'est-ce qui nous attend pour les Français, qu'est-ce qui se passe. Alors Jo-Wilfried Tsonga arrête sa carrière, il arrêtera, voilà, cette fois-ci c'est bon, c'est assez, voilà, c'est officiel. Et donc ça sera son dernier match à Roland Garros. Alors le tirage lui a été assez peu favorable puisqu'il est tombé contre la tête de série numéro 8, Casper Ruud, puisque en fait Jo-Wilfried Tsonga par son classement est wildcard, donc de toute façon il ne pouvait pas être protégé. Et évidemment ça sent mauvais, ça sent pas bon. J'ai vu d'ailleurs jouer Tsonga il n'y a pas longtemps et il est pour moi un peu hors de forme en plus, donc ça sent pas bon. De toute façon, l'intérêt du match, je pense, n'est pas là. Je pense qu'il va s'amuser, il va passer un bon moment, etc. Ceci étant, il y a eu des joueurs, je me souviens de Nicolas Mahut, par exemple, qui avait annoncé aussi qu'il arrêtait sa carrière, en tout cas en simple, par exemple, et qui, en fait, son parcours dans le tournoi avait duré bien plus que prévu, parce que, forcément, il avait enchaîné les victoires. Pour Tsonga, je ne vais pas vous mentir, je n'y crois pas du tout. Après, je peux me tromper, mais je n'y crois pas du tout. Alors après, il y a d'autres Français. D'autres Français qui pourraient être alignés. Alors vous vous demandez certainement, il n'a pas encore parlé de Gaël Monfils. Et Gaël Monfils est forfait pour ce tournoi, il ne sera pas là, il aurait été des deux séries, mais voilà, il n'est pas là. Il est blessé. Vous allez me dire, c'est un classique pour Gaël Monfils, mais bon, il est blessé. De toute façon, je pense que Gaël ne pouvait pas gagner ce tournoi non plus. Enfin, en tout cas, pas faire une très grosse perf. Il y a trop de gros joueurs qui sont là en ce moment et qui sont des monstres en puissance. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, là, on est dans une période. Avant, on disait souvent, voilà, il y a Nadal, Djokovic. Mais là, on a entre 7 et 8 favoris pour le tournoi. C'est presque inédit. D'habitude, tes tournois, les favoris, tu les comptais sur les doigts de deux doigts. C'était Djokovic, Nadal et Wawrinka. Tu rajoutais, tu vois, parce qu'à une époque, il était fou furieux. Un Federer, évidemment. Et puis tu rajoutais peut-être un Ferrer, mais personne, parce que bon, Ferrer tombe contre Nadal, donc évidemment c'est très compliqué, etc., etc. Mais en gros, c'était très dur de ne pas être dans cette liste et d'avoir vraiment l'ambition de remporter le tournoi. Je dis pas, tu peux être un outsider, mais là je parle, il y a des vrais favoris du tournoi. Vous allez voir, hein, c'est fou. Et peut-être des noms que vous ne connaissez pas, parce que l'année dernière, ils n'étaient pas encore tellement connus, mais vous allez les connaître très prochainement. Alors évidemment, bon, dans les tournois qui sont proposés donc, dans les affiches, donc avec les têtes de série, il y a une partie de tableau qu'on appelle la partie de la
mort, du décès. Comme d'habitude, Rafael Nadal se trouve dans la partie du décès. Voilà, c'est toujours, voilà, c'est une logique, il est souvent dans les parties du décès. Alors Novak Djokovic donc, se trouve dans cette partie-là, avec Rafael Nadal. Ils peuvent donc se retrouver en quart de finale. Même pas en demi, hein, quart de finale. Quart de finale, Nadal, Djokovic. Je rappelle, que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés ici, ça a donné l'un des plus grands matchs que j'ai vu. Enfin, un des plus gros sets, peut-être pas le plus grand match, mais un des plus beaux sets que j'ai vu de ma vie. C'était trop beau. C'était incroyable. Je pense que ça va aller et que si Nadal va comme il faut, etc., on en reparlera juste après, normalement, il devrait pouvoir s'en sortir sans encombre de cette partie de tableau, même s'il va tomber, attention, en huitième de finale, si bien sûr tout se passe comme, voilà, comme on l'imagine, etc., contre Félix Auger-Aliassime, qui est que vous ne connaissez absolument pas, hein, qui est un Canadien. Et il faut savoir, il y a une grosse génération de Canadiens qui est en train de monter, donc ça sera un match très difficile, alors que Djokovic, avant de tomber sur Nadal, honnêtement, il a rien du tout. Il y a un joueur qui s'appelle Yoshi Ito, que je ne connais pas tellement. Ensuite, derrière, bon, pas connu non plus. Et après, il va avoir un Jenson Brooksby, qui n'est pas non plus extrêmement connu, qui est connu, mais pas extrêmement connu. Et sa plus grosse affiche serait Schwartzman ou Dimitrov, qui clairement n'ont pas le niveau de Novak Djokovic, surtout qu'il marche sur l'eau depuis le début de la saison. En tout cas, depuis quelques semaines maintenant. Voilà, je pense qu'on ne va pas y échapper, sauf si Nadal, effectivement, est en méforme. Alors, la forme de Nadal, puisque là je suis dans cette partie de tableau, donc Djokovic, lui, a remporté le tournoi précédent. Il arrive avec le maximum de confiance. Rafael Nadal, c'est pas le cas. C'est une des premières où il arrive sans avoir rien gagné avant Roland-Garros. Mais c'est pas grave, s'il n'avait pas tout gagné, moi ça me dérangeait pas particulièrement, c'est pas forcément grave, surtout qu'il est en rodage, il prenait des risques, etc. C'est pas forcément grave. Par contre, le défaut qui est terrible, c'est qu'il s'est blessé. Pour ceux qui ont vu le match, c'était horrible à voir, il ne pouvait plus marcher, à un moment il se met sur sa chaise comme ça, il se tient à la chaise tellement en fait il a du mal à pouvoir marcher sans avoir mal à son pied. L'image était terrible. Alors, j'ai attendu pour faire cette vidéo, j'ai attendu qu'il y ait le tirage et surtout j'ai attendu de voir les retours de son premier entraînement. Alors je me souviens, quand il avait fait son tournoi justement précédent, on avait vu des images aussi de son entraînement et globalement les images étaient très convaincantes également. Donc je m'en méfie comme la peste. Je m'en méfie comme la peste parce que bah, c'est pas pareil que quand il y a un mec qui va te demander de faire l'essuie-glace, parce que tout le monde sait qu'il a un problème au pied, donc on va lui demander de faire l'essuie-glace. Alors Rafa, bien sûr, c'est un des meilleurs en défense du circuit, donc évidemment que c'est très très difficile de le déborder, mais tout de même, c'est qu'il faut qu'il soit à son plein potentiel. Et là, le truc, c'est que Rafa, il a son problème au pied. Alors, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que maintenant, il se victimise sur ce problème de pied. Alors, faut le savoir, c'est pas sa faute, parce que dans les conférences de presse, tous les jours, quand il va en conférence de presse, on lui demande son pied. Et donc, quand vous avez des retours de la presse, ils vous ramènent pas tout. C'est comme dans le foot, quand vous avez une conférence de presse d'un entraîneur, ils vous ramènent pas tout. Et ce qui fait que quand Nadal va là-bas, on lui demande toujours pour son pied. Donc tu as l'impression qu'il en parle tous les jours. Mais évidemment qu'il en parle tous les jours, mais c'est rare qu'il rajoute des choses en plus. C'est-à-dire qu'il vous dit, il raconte toujours la même chose, il dit effectivement, j'ai un problème au pied, je le sais, ça fait 15 ans que je vis avec, ça fait 15 ans que je gagne des tournois du Grand Chelem malgré ce problème, etc. Et j'ai pas le choix. Je dois absolument continuer à gagner, voilà, comme ça, et je dois vivre avec. Et puis un jour, si vraiment c'est plus possible, eh ben j'arrêterai ma carrière. Et voilà, et il a toujours plus ou moins dit ça, sauf que cet arrêt de carrière, on l'annonçait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, on l'a annoncé toute sa vie, et ça n'a pas arrivé. Alors bien sûr on est inquiet parce que quand on voit les images qu'on a vues, c'est pas des images qu'on voit tous les jours de Nadal qui montre qu'il a mal. Parce que on sait qu'il a mal, mais il le montrait pas. Et là maintenant il le montre qu'il a mal. Donc on s'imagine que la douleur est vraiment horrible. Bon, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas Rafael Nadal, on n'est pas dans son cercle de proximité, on n'est pas son entraîneur, etc. Qui n'est plus Tony Nadal d'ailleurs, petite précision. Je pense que voilà, il va falloir attendre de voir son premier match. J'espère que je serai là pour le voir et que je ne serai pas au boulot, parce que je pense que ça va être un match qui sera de rodage, évidemment. C'est un joueur qui n'est pas du tout capable de l'inquiéter. Il va tomber sur Jordan Thompson, voilà, qui est un joueur que je connais pas du tout. Donc voilà, clairement, il n'y a pas de risque, je pense, particulier normalement. Et Nadal devrait s'imposer. Et je pense qu'il va être en rodage, ça va être bien, mais on espère que ça va bien se passer. Les gens qui l'ont vu jouer, parce qu'il y avait énormément de monde, puisque son entraînement sur le central était proposé au public, donc les gens sont venus voir, tu m'étonnes. Il y avait énormément de monde, je crois qu'il y avait bien plus de monde que pour n'importe quel joueur. C'est un truc de fou, il a été acclamé, enfin bref, c'était une ambiance de fou pour un entraînement. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite, ça va être dingue. Et les gens, ils ont tous les retours que j'ai pu avoir, des journalistes, etc.
il va bien. Mais ils peuvent pas vous dire mieux, c'est-à-dire qu'ils vous disent juste, il va bien, ce qu'on voit. Mais c'est quand même 7 matchs pour aller jusqu'au bout, 3 sets à chaque fois, minimum. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, voilà, Rafael Nadal a une position évidemment de favori, évidemment, mais favori outsider, pour moi. On le déclasse en outsider par son état physique, évidemment. Novak Djokovic. Novak Djokovic, bon bah là, lui, il a gagné le tournoi d'avant, à Rome, où il a étrillé Tsitsipas en premier set. C'était un massacre. J'y croyais pas mes yeux, j'ai fait non, tu fais pas ça. Si, bah si, il l'a fait. Le deuxième set était très accroché par contre, ce qui sous-entendrait peut-être que si jamais ils se rencontrent plus tard, en finale par exemple, et bah si le match dure, Tsitsipas peut vraiment gêner Novak Djokovic, et nous en reparlerons plus loin parce que Tsitsipas a un excellent tirage. Voilà, donc de ce côté-là. Mais de côté de Djokovic, c'est pas suffisant, parce que sinon ça serait pas marrant. On a évidemment notre ami Alexander Zverev. Alors Alexander Zverev, si vous suivez la chaîne, vous le savez, c'est le joueur qui m'énerve. Donc voilà, vous le savez, c'est important de le savoir. Donc ne vous inquiétez pas, prenez des cachets, ça va bien se passer. C'est un joueur qui est capable d'être numéro 1 mondial, avec son niveau, il est excellent, il faut le savoir. Et il est capable d'avoir des trous d'air absolument prodigieux qui le feraient passer pour le numéro 1 1000 mondial ou 10 000 mondial. J'exagère un tout petit peu évidemment, mais c'est pour vous dire que c'est un joueur qui est très inconstant et ça lui coûte très cher pour sa carrière. Alors attention, hein, il a un excellent classement, etc. etc. Mais pourquoi il n'est pas déjà numéro 1 mondial? Pourquoi il n'a pas déjà des titres partout? Parce que voilà, il a des trous d'air et on peut pas garantir qu'il n'en aura pas contre John Isner, qu'il n'en aura pas contre un fameux, peut-être, quart de finale contre Monsieur Carlos Alcaraz. On peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Donc Zverev, tu le mets bien sûr en favori parce qu'il fait partie des joueurs qui adorent la terre battue, évidemment, mais en même temps, tu fais, enfin, c'est pas sa spécialité, hein, mais c'est juste qu'il est bon sur terre battue, mais tu fais, mais je ne peux pas vous garantir, je ne peux rien vous garantir avec Zverev. On peut rien garantir, donc il va falloir voir sur le tas. Évidemment, ces premiers matchs vont bien se passer, il n'y a pas de raison. Et après, on verra ce que ça va donner sur la durée. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Alors voilà, mais il fait partie des favoris, évidemment. Autre favori, Carlos Alcaraz, numéro 6 mondial. Le massacre, hein, le massacre depuis le début de l'année. C'est le joueur dont peut-être si vous avez regardé un tout petit peu de tennis ou vous avez regardé quelques articles de presse, tout le monde parle de Carlos Alcaraz. Alors, Rafael Nadal a remis les points sur les i en disant il faut arrêter de le comparer à moi parce que ça va lui gâcher son moment, entre guillemets. Carlos Alcaraz, c'est Carlos Alcaraz. Rafael Nadal, c'est Rafael Nadal. Alors évidemment, il est espagnol. Il a le potentiel, ça y est, de devenir numéro 1 espagnol s'il va plus loin que Rafael Nadal dans ce tournoi. Il va devenir numéro 1 espagnol. C'est assez incroyable quand même, hein. Attention, hein, il n'a que 19 ans, hein, je rappelle, hein, il a 19 ans. C'est un joueur qui vous allez découvrir peut-être pour beaucoup parce que l'année dernière il n'était pas connu. C'est un prodige du circuit actuel, mais attention, il peut avoir des trous d'air. Il a eu un tournoi qui s'est pas aussi bien passé que prévu précédemment. Il a eu des très bonnes victoires, il a gagné des tournois, des titres, etc. Il est en montée en puissance, mais il peut encore avoir des petites imperfections, c'est pas encore parfait. Mais Alcaraz, attention les enfants, c'est la même partie de tableau, hein, si vous m'avez suivi jusque-là, que Novak Djokovic et Rafael Nadal. Donc on pourrait avoir en demi-finale, s'il passe Zverev évidemment, un Djokovic ou Nadal contre Alcaraz. Match qui évidemment sera popcorn, hein. Alors là je pense que vous pouvez vous prendre un jour de congé si vous avez des jours de congé. Ça va être incroyable, je le sens, parce que Alcaraz, il est très fougueux, il est très jeune, il a un style... Enfin, vraiment, moi j'adore ce type de joueur, donc forcément ça me fait que je veux dire, il a un super coup droit, il est très très bon sur sa ligne, il adore rentrer dans le terrain et boum, direct fracasser son adversaire avec un coup qui est imparable. Il est très mobile, très mobile. Alors attention, tous les joueurs sont mobiles, mais lui il est vraiment très mobile parce qu'il n'est pas super grand. Donc vu qu'il est grand mais pas super grand, donc il arrive à bien se déplacer sur le court, donc clairement je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Clairement, si vous pouvez regarder ça, clairement ça peut valoir son coup d'œil si vous arrivez à avoir des matchs de lui et si France Télévisions par exemple arrête de diffuser uniquement les Français qui certainement partiront très vite, donc ça permettra d'avoir plein de moments avec du Alcaraz, du Djokovic, voilà. Parce que c'est le défaut de France Télévisions, c'est qu'ils diffusent que les Français. Alors vous allez me dire mais c'est très bien, parce qu'il faut diffuser les Français. Oui c'est vrai, sauf que des fois ce sont des matchs où c'est des massacres. C'est des massacres, c'est-à-dire que les Français sont pas capables, ils n'y arrivent pas, etc. Et c'est des massacres.
et il y a des plus beaux matchs ailleurs, et ils décident de diffuser quand même le match du français. Donc bon. Alors bien sûr, il y a Eurosport qui peut compléter pour ceux qui veulent voir tous les matchs. Alors, on va rentrer maintenant dans la deuxième partie de tableau, où se trouve d'ailleurs Jo-Wilfried Tsonga, mais comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas tellement. Et donc, le gros nom de cette partie de tableau, parce que c'est une partie de tableau faible, il faut le dire, elle est faible. Alors bien sûr, il y a des noms, hein, de Minor, vous avez, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme nom, Roublev, c'est pas mal, Carreno Busta, évidemment, hein, espagnol, plutôt bon sur cette surface, Marin Cilic quand même, c'est plutôt cool, mais voilà, mais clairement, il y a deux joueurs, et il n'y a pas de raison en fait qu'ils ne se rencontrent, ils vont se rencontrer très très tard sur le tournoi, c'est Tsitsipas et bien sûr, évidemment, Daniil Medvedev. Je vais commencer par Tsitsipas parce que c'est le joueur que je préfère. Je pourrais le faire dans l'ordre du classement, mais je vais préférer commencer par celui que je préfère. Tsitsipas, c'est si Nadal n'existait pas aujourd'hui, ce serait mon joueur préféré parce que j'adore son style de jeu. C'est vraiment ce que j'aime, justement, il est dans l'engagement. Alors, il n'est pas autant qu'Alcaraz, c'est différent, mais j'aime son état d'esprit, j'aime sa stratégie dans le jeu, je trouve qu'il est excellent. Maintenant, il s'est fait battre par Novak Djokovic. Alors on peut dire, il fait partie des favoris, attends, il s'est fait battre. Oui, mais comme je vous l'ai dit, attention à ce genre de truc. Il a perdu le premier set, vraiment, il a été à côté de ses pompes. Et le deuxième set était bien plus accroché. Donc comme je l'ai dit, si jamais on va en 3-7, qu'est-ce qu'on en dit, etc. Et puis, s'il se rencontre avec Djokovic en finale, par exemple, eh ben, il sera passé beaucoup de temps depuis, c'est en 3-7, Djokovic lui sera tapé Alcaraz, Nadal, etc. Enfin je veux dire, voilà, il y a quand même un parcours du combattant qui peut attendre Djokovic ou Nadal d'ailleurs, hein, je dis Djokovic pour, voilà, parce que c'est le numéro 1 mondial, mais voilà, donc Tsitsipas, on peut avoir une revanche du tournoi du Master 1000 précédent. Bref, moi personnellement c'est le joueur que je vais suivre le plus, en tout cas dans le tournoi avec Rafael Nadal, évidemment, vous le savez, hein, c'est mon sportif préféré, c'est pas mon joueur de tennis, c'est mon sportif préféré. Mais voilà, je pense que ça va être excellent, il va être très intéressant. Il a une partie de tableau qui malheureusement je pense va pas permettre d'avoir des matchs absolument incroyables. Il y aura des bons matchs, hein. Par exemple, moi je m'attends à Shapovalov. Voilà, je pense que jusqu'à Shapovalov, bon, il y a Hugo Gaston par exemple, si vous aimez les Français. Il y aura Lucas Pouille aussi qui va peut-être affronter Tsitsipas, mais c'est pareil. Enfin, Hugo Gaston par exemple qui avait marqué un peu les esprits. Mais Hugo Gaston, il n'est pas au niveau, je veux dire, il a vraiment décroché depuis. C'est plus possible, je veux dire. Je pense que là, il peut plus du tout, ne serait-ce que s'en approcher. Je pense pas que ce soit du tout possible. Et après, donc comme je vous l'ai dit, en 8e, il aura un Casper Ruud qui sera débarrassé de son gars jusque-là, etc. Enfin, un Benjamin Bonzi aussi qui est dans cette partie de tableau. Enfin, les Français d'ailleurs, ils sont plutôt contents dans cette partie de tableau, hein, on va pas se mentir. Hein, parce que Richard, par exemple, il s'est retrouvé dans l'autre partie de tableau et il doit se taper Alcaraz, par exemple, au troisième tour. Alors qu'on vous dit actuellement à la télévision que, attention, Richard, c'est pas mal. Hein, Richard, il est en train de gagner des tournois, il est en train d'aller machin. Et sauf qu'il va tomber sur Alcaraz. Je vois pas dans quel univers parallèle du Marvel Cinematic Universe Richard Gasquet peut battre Alcaraz. Ça me semble pas possible. Enfin, tout peut arriver, bien sûr, dans le tennis. Hein, tout peut arriver. C'est évident, tout peut arriver. Mais, sur le papier, tu mises pas ta maison dessus. Hein, et le faites pas, d'ailleurs. Dans l'autre partie de tableau, bah, vous avez donc Andrei Roublev avec, comme je vous l'ai dit, Daniil Medvedev. Et alors là, je vais revenir sur son cas. Donc, Tsitsipas, hein, évidemment, favori avec Nadal, avec Djokovic, avec Alcaraz. Vous pouvez également considérer d'autres favoris. Et bien sûr, Tsitsipas et peut-être Daniil Medvedev. Alors, Daniil Medvedev, c'est un cas particulier. Daniil n'aime pas la terre battue. Il n'aime pas. Ce qui fait qu'il a vraiment du mal sur cette surface. D'ailleurs, il s'est fait battre par Richard Gasquet. Donc beaucoup de gens vous disent « Ah là, machin et tout ». Ok. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et je ne vais pas vous dire le contraire, etc. C'est tout à fait vrai. Maintenant, il y a une donnée qui est à prendre en compte et qui est quand même très importante. Ils sont privés de Wimbledon, les joueurs russes. Ce qui fait que des fois, Daniil Medvedev, pour selon que c'est pas sa surface, et qu'il prenait le tournoi un petit peu par-dessus la jambe, faisait quand même des résultats. Genre il faisait un quart, un huitième, un quart, etc. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui le fait par-dessus la jambe, hein. Attention, hein, parce qu'il déteste. Là, ben, il n'y aura pas Wimbledon pour rattraper, puisqu'il n'y aura pas de points, etc. Enfin bref, c'est tout un bazar, oui, parce que Wimbledon a été... Il n'y aura pas de joueurs russes, donc ils ont décidé qu'il n'y aura pas de points. Et donc ils vont enlever les points aux joueurs. Donc Djokovic perd tous ses points, ses 2000 points, il va les perdre, etc. etc. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que cette affaire, mais bon, voilà. On en parlera peut-être plus tard, j'en sais rien, peu importe, c'est trop tôt. Bref, bordel. C'est bien sûr en rapport avec la crise ukrainienne, hein, évidemment, hein, vous l'imaginez bien. Nous, en France, les joueurs peuvent venir jouer, évidemment, pas de problème, les Russes. Donc, ils arrivent, on joue. Ce qui fait que derrière, la saison sur gazon, excusez-moi, elle est intéressante la saison sur gazon, mais si t'as pas Wimbledon en bout du bout,
c'est... Voilà quoi. Ça... C'est comme si tu jouais à un tournoi de prépa et qu'en fait le vrai tournoi tu ne joues pas quoi. Et donc ce qui fait que Daniil, je pense qu'il va pas être très motivé pour la saison sur gazon. Donc, possible qu'il soit plus motivé pour la saison sur terre battue. Puisque là, c'est la dernière fois où il peut prendre pas mal de points. Enfin, dernière fois, vous m'avez compris, mais là, il peut prendre des points. Donc il faut qu'il s'y donne. Et il est numéro 2 mondial, et derrière, ça pousse. Il y a des gens qui viennent, qui arrivent. Donc je me dis que, vu qu'il est dans la bonne partie de tableau, et que son principal adversaire, c'est Tsitsipas en demi, il peut faire une demi. Et une demi, vous gagnez beaucoup de points à l'ATP, et c'est déjà pas mal. Alors, et après, bon, bah, s'il gagne, voilà, c'est incroyable, mais bon, pourquoi pas. Mais ça veut dire que si on prenait un scénario comme ça, c'est bon, quoi. Il pourrait être au moins demi-finaliste de ce tournoi, et donc c'est quand même une très bonne performance, donc clairement, il a un gros coup à jouer. Pour moi, en tout cas, vraiment, il faut... Mais je le mets dans les favoris, mais tu vois, en dessous. Parce que même si c'est le numéro 2 mondial, on se dirait, bah, il est forcément favori, bah, pour moi, il est vraiment partie de l'outsider. Tu vois, vraiment, pour moi, j'ai 3 favoris. Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas. Et après, juste en dessous, il y a Nadal. Mais parce que c'est son état physique, en fait, qui fait ça. C'est juste ça. Et après, je mets Daniil. Parce qu'évidemment, Daniil, c'est pas sa surface. Mais comme je vous l'ai dit, il peut avoir envie d'aller chercher quelque chose. Voilà. Alors, c'est pour ceux qui se demandent, parce que peut-être certains vont se demander, moi ça me saoule d'en parler, mais on va en parler quand même. Oui, tous les joueurs sont bien sûr présents, vaccinés, pas vaccinés, les joueurs sont là, voilà. Pour ceux qui auraient été inquiets de cette situation, absolument pas. C'était certain d'ailleurs, moi j'en étais convaincu, hein, que tous les joueurs seraient là. Et évidemment, les joueurs sont tous là, donc voilà, pas de souci. Novak Djokovic est bien là, il est là, motivé comme jamais, vous inquiétez pas. Donc le spectacle sera au rendez-vous, vous inquiétez pas, tous les joueurs sont là, voilà. Je vous ai tout dit, sur ce tournoi. Je ne parle pas du tennis féminin parce que je ne le suis pas malheureusement, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Surtout que c'est hyper dur parce que le tennis féminin ça change tout le temps, il y a toujours des nouvelles joueuses, tout le temps, des nouvelles têtes en haut et c'est très compliqué, même s'il y a des joueuses qui s'affirment, c'est très compliqué. Donc personnellement, je ne vais pas vous donner mon avis, je vais en regarder très peu, faut être honnête, donc c'est pour ça que je ne donnerai pas mon avis. Je vais regarder certainement la demi, enfin les demi et la finale, comme souvent. Mais c'est vrai qu'avant ça, ces 3 quarts du temps, je peux pas regarder parce que c'est diffusé le matin et qu'évidemment j'ai un emploi. Donc je peux pas tout regarder, c'est un peu compliqué et c'est surtout que je concentre sur des joueurs quand on peut pas tout regarder, comme bien sûr Djokovic, Alcaraz, Nadal, mais je vais quand même regarder pas mal de choses. Hein. Là sur ce tournoi, il y a énormément de matchs qui m'intéressent, donc je vais essayer de regarder un peu tout. Notamment les Canadiens, comme je vous l'ai dit, Shapovalov, excusez-moi, Félix, etc. Je pense que c'est des joueurs que je vais regarder. Je vais regarder évidemment Alcaraz, évidemment Nadal, évidemment. Daniil aussi, je vais y jeter un petit coup d'œil pour voir comment il rentre dans le tournoi. Stefanos, évidemment. Je jetterai un petit coup d'œil évidemment sur le match de Tsonga parce que c'est son dernier, donc on jettera un petit coup d'œil. Bon, je m'attends pas, comme je vous l'ai dit, je m'attends pas que ce soit prodigieux, mais bon, on y jettera un petit coup d'œil quand même. Quelques Français comme ça par-dessus la jambe pour voir s'il y a un petit truc qui se passe, mais comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas tellement parce qu'il y a trop de monstres cette année, il y a trop de monstres. C'est pas possible là, à un moment, s'ils veulent vraiment s'imposer, je pense que ça va être trop compliqué, quoi. Il n'y a pas la place. Enfin, je pense pas qu'il y ait la place. Très dur. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura complété, en tout cas qu'elle vous aura donné envie de regarder cette saison de Roland-Garros. On se retrouve toute la semaine, enfin pendant les 2 semaines, où je vais vous proposer des vidéos régulièrement pour revenir sur les grands matchs de cette quinzaine. Je reviendrai bien sûr pas sur l'ensemble des matchs, mais sur les matchs qui m'ont passionné, que j'ai regardé, que j'ai eu envie de vous partager, etc. J'adore parler de Roland-Garros. N'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. On va passer 2 semaines exceptionnelles à parler tennis sur cette chaîne YouTube avec beaucoup de contenu, donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve passionnément toute la semaine, enfin pendant 2 semaines pour suivre tout ça. On se retrouve donc très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!